Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue pour notre webinaire qui va aujourd'hui parler de la SEPH et notamment de la SEPH 2022 pour bien la préparer, bien l'anticiper, et on aura aujourd'hui des témoignages d'employeurs qui ont mis en place des actions un peu innovantes sur ce sujet. Donc je suis très content aujourd'hui d'animer ce webinaire avec Françoise et Thierry et Isabelle et Charline et Laetitia. Je vais vous diffuser le support. Alors, l'idée, effectivement, aujourd'hui, c'est de vous donner des clés pour bien préparer la SEPH 2022. Donc, je vous le disais, vos animateurs seront Françoise et moi, avec comme témoins spéciaux Isabelle Saporta, qui est référente inclusion pour la région Île-de-France. Thierry Martin, qui est correspondant communication et référent du OD en Île-de-France pour KEOPS, le réseau Cap Emploi, et Laetitia Legré, qui est référente handicap pour la ville de Rueil-Malmaison. Alors, du jour, nous allons déjà vous présenter le thème de la SEPH 2022. Quelles actions on peut mettre en place avec notamment le témoignage du conseiller régional d'Île-de-France à travers Isabelle Saporta. Et ensuite, on verra comment aussi planifier son action pour bien anticiper et mettre toutes les chances de son côté pour que ce soit une semaine réussie. Dans un deuxième temps, on verra rapidement les outils pour la SEPH, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à votre disposition pour pouvoir être suffisamment équipé et outillé pour vous permettre de mener à bien cette SEPH avec vos objectifs. Et sur qui vous pourrez vous appuyer. On aura ensuite du coup le témoignage de Thierry Martin qui va, enfin pas le témoignage, plutôt la présentation de Thierry qui va nous parler du DuoD, un dispositif qui commence à être bien connu maintenant, mais sur lequel il est toujours intéressant de revenir. Et ensuite, on aura le témoignage de Laetitia Legré qui nous parlera d'une action bien spécifique qu'elle a mise en place par rapport au DuoD et qui était plutôt innovante. Alors, pour rappel, en 2021, la SEPH elle portait sur deux thèmes, hein, les jeunes en situation de handicap face à l'emploi, avec un focus et un objectif précis sur l'apprentissage et l'accès aux études supérieures pour les jeunes en situation de handicap. Et le deuxième thème, il portait sur la ruralité, emploi et handicap, comment on peut concilier toutes ces thématiques pour améliorer en tout cas la vie des personnes en situation de handicap qui sont concernées. Alors, pour rappel, parce que la SEPH, on en entend parler, mais on ne sait pas forcément toujours ce que c'est, surtout quand on vient de prendre ses fonctions en tant que référent handicap. La SEPH, c'est vraiment une semaine dédiée à l'emploi des personnes handicapées, qui est communiquée dans tous les médias nationaux. Hein, c'est vraiment la semaine pendant laquelle les entreprises privées et les employeurs publics mettent en place, enfin, en tout cas, dynamisent l'emploi des personnes handicapées à travers des actions de sensibilisation notamment et d'autres types d'actions. Mais l'objectif de la SEPH, c'est vraiment de démystifier la notion de handicap et d'accompagner aussi cette thématique chez les employeurs. Alors, on peut se dire la SEPH, c'est un focus particulier dans l'année. Effectivement, c'est un focus particulier dans l'année. Après, le handicap, en tout cas une politique handicap, elle devient intéressante si elle est vécue tout au long de l'année et s'il y a des actions qui sont mises en place tout au long de l'année. Si on est sur du one-shot et qu'on fait juste une action au moment de la SEPH, il ne faut pas généralement s'attendre à des retombées très importantes, puisque ça fait un peu effet marketing. La SEPH, elle est censée aussi accompagner votre politique handicap en matière de communication, et aussi vous permettre de dresser une sorte de bilan aussi de ce que vous êtes capable de faire, de vos pratiques pour l'accueil, l'intégration, voire le maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap. Alors cette année, le thème de la SEPH, c'est à quand le plein emploi pour les personnes handicapées. Alors, il y a trois idées hein, vraiment derrière cette thématique, parce qu'il faut savoir déjà que
quoi qu'il arrive, hein, malgré les efforts publics qui sont faits, les efforts faits par les employeurs, qu'ils soient privés ou publics, le taux de chômage des personnes en situation de handicap reste quand même le double de celui des personnes ordinaires. Donc, pour le coup, il y a encore des actions à faire et on peut encore dynamiser et améliorer, j'ai envie de dire, l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, l'idée derrière le thème de cette année, c'est déjà de mettre en avant et rendre plus visibles des modes d'accompagnement innovants. Euh, il existe différents types de fonctionnement hein, sur le handicap et chaque entreprise avec sa propre culture, chaque employeur avec sa propre culture, gère les situations de handicap en fonction de sa maturité et aussi des compétences dont il dispose. Donc, à travers le thème de cette année, l'idée, c'est aussi de vraiment mettre en lumière de nouveaux modes d'accompagnement. Par exemple, je pense à la paire aidance, qui peut être une forme différente, en tout cas, de soutien ou d'entraide en emploi, avec un groupe de soutien. Et pour le coup, ça permet de renforcer en tout cas l'aspect maintien dans l'emploi sur la durée. La deuxième idée derrière cette thématique cette année, c'est vraiment de partager des expériences exemplaires et des bonnes pratiques. Pourquoi? Parce que, quoi qu'il arrive, chaque année, on se rend compte que beaucoup d'employeurs créent des actions, en tout cas, s'investissent dans la SEPH pour que ça leur ressemble. Et à travers ces actions qui leur ressemblent, il y a des bonnes pratiques qui peuvent en être déduites hein, et des bonnes pratiques qui peuvent aussi être partagées, répandues, pour là encore hein, faciliter l'emploi des personnes en situation de handicap sur la durée. Et le troisième objectif, qui est encore un objectif qui, je pense, pourrait tout à fait être le même l'année prochaine et pour les 10 prochaines années, c'est permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir pleinement leur place dans une société qui se veut inclusive. Alors, je dis on pourrait très bien mettre cette idée pour les 10 prochaines années parce que, quoi qu'il arrive, si aujourd'hui on en est encore ici, c'est parce la société n'est pas encore aussi inclusive qu'elle devrait l'être ou qu'elle se doit de l'être. Donc, en tout cas, à travers cette thématique cette année, l'idée pour l'ADAPT, la GFIP et le FIP, c'est vraiment une prise de conscience sociétale pour justement, à travers cette idée de société inclusive, faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent vraiment trouver leur place, que ce soit par rapport à leur vie personnelle, bien sûr, hein, mais aussi dans leur environnement professionnel. Parce que pour le coup, il y a encore des actions et il y a une vraie professionnalisation qui œuvre depuis quelques années sur la gestion du handicap au travail. Mais pour autant, il y a encore des efforts qui peuvent être faits, notamment par rapport à l'accès aux locaux, à l'accessibilité numérique. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites. Donc peut-être pour certains d'entre vous, d'ailleurs, cette année, la SEPH va porter peut-être de façon thématique sur le handicap visuel ou le handicap auditif. Là encore, sur des types de handicap de cette nature, on peut voir que là encore, on peut améliorer les situations de travail et des environnements professionnels à travers notamment de la sensibilisation et de la formation. Je parle un peu vite, je m'en rends compte. Pour le coup, alors, je vous le disais, hein, chaque année, tous les employeurs qui se saisissent de la thématique du handicap et qui veulent mettre en place des actions dans leur organisation, adaptent des actions qu'ils ont pu le voir ailleurs ou alors créent leur propre projet à mener en interne. Et pour le coup,
on trouvait ça intéressant aujourd'hui de pouvoir bénéficier du témoignage d'Isabelle. Isabelle, je vous laisserai vous présenter. Hein. Les 29 à 9 heures. Pourquoi il ne marche pas mon téléphone? Ok. Ok. Donc, Isabelle, je vous laisserai vous présenter. L'idée, c'est aujourd'hui, Isabelle, vous avez mis en place beaucoup d'actions. Alors, comment vous organisez la SEPH au sein du conseil régional? Je vais vous redonner le micro. Votre micro est coupé, Isabelle. Excusez-moi, bonjour à tous. Oui, je disais que j'ai la chance depuis 7 ans d'être dans un tandem avec ma collègue Agnès Serrault, référente handicap, ce qui est appréciable quand je dois évidemment libérer à peu près un tiers de mon temps, un tiers-temps de référente handicap sur la préparation de la CEP, les 3 mois qui précèdent en effet la semaine. Alors, on organise à la région Île-de-France cette semaine pour nos 10 000 agents, 1 900 agents sièges, 8 000 agents techniques dans les lycées, et pour lesquels on souhaite du coup avoir un programme qui soit équilibré et surtout équitable, qui puisse s'adresser autant à nos agents du siège qu'à nos agents des lycées. L'autre, ce qui est évidemment important dans la préparation et l'organisation en amont très rapidement, c'est les réservations d'espace, y compris sur l'intranet et dans l'activité éditoriale de notre site intranet qui s'appelle Lilia. Et nous avons, en termes d'organisation, alors deux instances, un comité de pilotage transverse parce qu'il inclut évidemment les forces vives de la communication interne, mais aussi les directions opérationnelles. Donc il y a les RH qui sont aussi, on est moteur de cette semaine du handicap, mais on fait très largement aussi appel à nos directions de la culture, des solidarités, des entreprises et du développement économique pour trouver des intervenants ou tout simplement mettre en avant des initiatives, des services, voire des agents, même à titre individuel. On a à côté de ce comité de pilotage une équipe projet qui a des rendez-vous sanctuarisés. Ça y est, là je viens de caler nos points hebdomadaires pour la préparation de la CEP. Le top départ est donné par notre directrice générale adjointe en charge du pôle RH, c'est notre DRH, sur la base d'un programme que nous lui proposons et que nous discutons ensemble. Ok. Alors, oui. Quand on doit organiser la SEPH pour 10 000 agents, c'est beaucoup, effectivement. J'imagine que vous avez une diversité de métiers, une diversité de catégories de population. Quel type d'action, justement, vous mettez en place pour justement pouvoir toucher le plus grand nombre? Alors, ce qui revient chaque année, c'est évidemment la conférence inspirante. C'est faire appel à une personne bien incarnée et qui incarne un destin, ou une expérience exemplaire. Ah, merci. Merci, ça marche, ouais. Je vais enlever le micro. Voilà. Voilà. Alors, une conférence inspirante, soit d'une expérience personnelle et individuelle forte, soit comme on l'a fait en 2020, l'appel à un tandem photographe-auteur de l'exposition Être beau au Musée de l'Homme et qui est l'occasion d'une première itinérance d'un travail photographique et textuel remarquable, voilà, et qui a beaucoup plu et qui a plu aussi. Il y a eu beaucoup de réactions de tous nos agents. À côté de la conférence inspirante, qui est toujours donc assez centrale dans la semaine, on prévoit habituellement un événement cinéma dans notre auditorium en interne et qui donne lieu à téléchargement aussi, streaming possible d'un film. Donc, je pense en particulier à Hors Normes ou à Passion qui avait aussi eu très, très bonne retombée. Voilà, donc ça,
et en streaming et en auditorium pour les agents qui pouvaient s'y rendre. À côté de l'événement cinéma, on essaie aussi de susciter des expériences sportives autour du handisport, mais pas que. On est assez fiers d'une édition 2019 d'un relais universel. Voilà, donc 4 fois 100 mètres, représentant avec à la fois des participants, des agents valides et des agents non valides en situation de handicap, avec l'idée aussi de pouvoir simuler pour certains des situations avec attelle ou genouillère. Voilà, ça avait remporté un franc succès, d'autant qu'on avait aussi associé des partenaires du quartier des Docks à Saint-Ouen, la ville de Saint-Ouen et Alstom. Donc ça, c'était en 2019. À côté des manifestations sportives qui mettent en valeur le handisport, on est aussi traditionnellement intéressé par tout atelier voilà, de bonnes pratiques et de simulation des handicaps. C'est-à-dire mettre en situation des personnes qui ne sont pas handicapées ou qui ne vivent pas une situation de handicap au travail. On avait notamment recouru à Premier de Cordée, qui avait tout un dispositif de matériel à disposition. Les personnes passaient le matin et pouvaient passer la journée avec, en effet, un casque, des lunettes simulant un défaut visuel ou une attelle ou encore une genouillère. Et l'idée étant de ensuite recueillir les témoignages des uns et des autres. 2022, quel type d'action? Nous, on souhaitait une CEP de rupture sur 2 plans. Que nos agents soient moins spectateurs, mais toujours plus participants. Et que l'autre changement qu'on souhaitait, c'était vraiment s'atteler, et ça, le thème nous y a aidé, à la question du recrutement. Voilà, donc on prévoit, même si tout reste encore à faire le jour où je vous parle, un job dating sur la question du recrutement et sur la question de la participation. On voudrait vraiment lancer un duo-day à l'échelle de nos 2 grandes entités, sièges et lycée, voilà, pour faire vivre cette expérience d'un jour qui, pour l'avoir vécu, est extrêmement riche de beaucoup de choses. Voilà, c'est à la fois une rencontre véritable et puis une ouverture. C'était en l'occurrence en plus quelqu'un qui venait d'une autre collectivité, qui voulait changer de métier. Donc c'est aussi un réseau qui s'élargit. Donc voilà, c'est que du bon. Voilà pour nos types d'actions. Alors, du coup, Isabelle, certains employeurs présents en ligne peuvent se poser la question. Vous avez visiblement une force de frappe importante pour la SEPH. D'autres employeurs sont plus petits en termes d'effectifs et du coup n'ont pas forcément la même capacité d'action. Parmi les actions que vous avez organisées, en l'occurrence à travers la conférence inspirante, le cinéma, les événements sportifs, les mises en situation, est-ce qu'il y en a qui sont plus simples à organiser que d'autres? Qu'est-ce qui est, par exemple, duplicable chez un plus petit employeur? Alors, les ateliers. On avait fait appel une année à aussi des expériences valorisables d'agents. Et on avait pu dénicher un collègue qui était éducateur de chiens guides et qui est venu raconter, témoigner de son expérience, de sa passion, puisqu'il s'agissait d'une passion. On avait également suscité du coup un atelier aussi de 2 personnes qui avaient suivi une formation longue de lecture labiale et qui, pour être malentendantes, souhaitaient transmettre aussi le fruit de cette formation. Donc ça, c'est des ateliers à échelle humaine qui sont faciles à organiser parce qu'il y a évidemment quelques temps de préparation, d'organisation, de relecture aussi,
voilà, du propos, voilà, mais c'est relativement à la portée de tous, et ça, c'est très agréable, et agréable pour voilà, des professionnels que nous sommes du handicap, et quand voilà, on a la possibilité de mettre en avant des expériences personnelles d'investissement et d'engagement, c'est bien. Voilà, parce que nous sommes métier handicap. Ces personnes, elles sont passion handicap, et c'est encore une autre dimension. Ok, ok. Alors, du coup, de ce que je retiens de ce que vous avez dit, votre objectif pour cette année, en tout cas vos objectifs pour la SEPH 2022, c'est d'une part faire passer d'une posture en tout cas plutôt spectateur pour les agents à une posture plus d'acteur dans la SEPH pour qu'ils vivent un peu plus les situations plutôt que juste ils y soient sensibilisés. Et j'ai bien compris qu'il y avait aussi le recrutement qui était un de vos objectifs sous-jacents ou en tout cas exposés. Est-ce que vous avez d'autres objectifs à travers cette semaine? Alors, il y a toujours sensibiliser au handicap, promouvoir l'inclusion. Sur l'accroissement de la participation avant, pendant, après, dans un continuum, ça c'est vrai que faut aussi alimenter la machine RH, hein, faire que ce ne soit pas, encore une fois, qu'une action d'une mission particulière, handicap ou inclusion, à destination du grand nombre. Non, non, c'est aussi un chaînage, hein, d'acteurs, et d'abord RH à associer. D'où le job dating qui est important pour nous pour associer les chargés de recrutement. Les objectifs, c'est évidemment, c'est aussi se faire connaître, et voilà, c'est vrai que dans une grande collectivité, il y a finalement quand même beaucoup d'acteurs qui touchent de près ou de loin aux questions de handicap, d'inclusion, d'économie sociale ou solidaire, et voilà. Et la CEF, c'est aussi l'occasion de redire, il y a eu beaucoup de changements à la région Île-de-France, qui fait quoi, quels sont ses objectifs, quelle est la vision, quelle est la cohérence d'ensemble derrière laquelle on peut tous avancer. Donc ça reste important pour nous-mêmes, et évidemment pour les agents les plus éloignés de nos métiers. Ensuite, l'objectif, c'est aussi d'en profiter pour voilà, attirer des partenaires. Alors, soit des fournisseurs, hein, ce sont des partenaires véritables. J'ai cité Premier de Cordée tout à l'heure, mais on a travaillé aussi avec le théâtre à la carte, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais chaque année, on propose une pièce de théâtre dont le scénario a été écrit avec la troupe du théâtre à la carte, Isabelle Grolier en particulier. Et voilà, ça, c'est des partenariats qui sont extrêmement riches. À l'occasion du job dating, c'est aussi aller faire vivre le partenariat avec les Cap Emploi, les missions locales, en commençant d'abord par notre territoire, la Seine-Saint-Denis. Voilà, donc dans les objectifs, il y a vraiment, encore une fois, faire vivre un réseau qui est interne, un réseau qui est externe, et où finalement tout. Voilà, les connexions se déploient, mais se solidifient aussi, parce que la vision partagée, voilà, elle quitte le champ du discours pour intégrer une action véritable, avec aussi, ça c'est important, une évaluation à la clé. Hein, on va quand même aller chercher après la semaine combien de personnes se sont connectées, combien de personnes ont participé, se sont retrouvées dans l'auditorium lors de cette conférence, etc. Voilà, après, voilà, on vient aussi chercher et récolter finalement les résultats en termes voilà, en termes d'écoute, d'intérêt et de participation. Alors, c'est intéressant ce que vous dites en termes de résultats, c'est-à-dire, est-ce que vous vous fixez des objectifs par rapport à la semaine, je pense par exemple un podcast ou un séminaire. Est-ce que vous fixez par exemple un objectif de taux de participation avant, ou vous observez après coup les résultats qu'il y a eu, en tout cas la façon dont ça a été perçu, pour décider si c'est une action que vous allez prolonger l'année suivante ou pas?
C'est vrai qu'on est plutôt on a un petit baromètre qui est tout simplement l'historique. L'historique, c'est entre 600 et 1000 visites, les éditions où il y a eu le plus de participants. Donc, on essaie au moins d'atteindre ce seuil des 1000 connexions, présence, participation, voilà. On n'est pas, c'est vrai qu'on n'a pas encore détaillé, en effet, éventuellement trouver de nouveaux indicateurs. Après, à l'échelle d'une mission handicap, il y a très rapidement des petits mots, des manifestations. Ben, on a des indicateurs qualitatifs. Est-ce que c'est aussi tout simplement les appels téléphoniques, les demandes d'entretien, de rendez-vous qui suivent cette semaine? Généralement, il y a un surcroît d'activité, mais on est... Voilà. Non, on n'a pas... C'est un travail qui reste à faire, ça c'est sûr, mais j'ai envie de dire, là, c'est un peu le métier de la com. Moi, je suis Non, moins non, à mais l'aise. non, Un mais ça, podcast, voilà. C'est quel taux par rapport à des effectifs? Voilà. Quels sont ce qui les est effectifs intéressant, qui sont présents et disponibles cette semaine-là? mais Mais c'est une bonne question. ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que c'est l'objectif qui détermine l'action ou l'action en soi est elle-même suffisante? C'est-à-dire qu'à partir du moment où, vous voyez, c'est une considération qu'on peut avoir en se disant, est-ce que si je touche ou si je sensibilise 1 ou 10 personnes, ça a la même valeur pour moi que si j'en sensibilise 1000? Vous voyez? Alors que si on se fixe l'objectif avant, pour le coup, on est plutôt dans une dynamique peut-être plus active ou différente en tout cas. Alors, vous en êtes à votre combienième SEPH, Isabelle? Alors, c'est ou 8e. 8e. J'imagine qu'au cours de ces 8 dernières années, pour le coup, vous avez pu percevoir des points de vigilance ou en tout cas des points d'attention sur lesquels il fallait avoir justement une attention plus précise pour éviter des écueils ou des problématiques qui pourraient surgir. Alors oui, le premier risque, c'est la lassitude. À savoir qu'on répète souvent, enfin voilà, on répète les mêmes types d'événements et, et en plus ce côté répétitif, hein, finalement, de la semaine chaque année. S'il n'y a pas un renouvellement du programme, de nouveaux acteurs, de nouveaux leaders. Voilà, là, je pense aujourd'hui à ma directrice qui est une jeune femme extrêmement dynamique et ça fait beaucoup de bien. Elle a une fraîcheur, elle est déterminée. S'il n'y a pas du renouvellement d'acteurs, de thèmes, de propositions, on risque vraiment une lassitude et de perdre beaucoup de temps dans la préparation. L'autre risque, c'est aussi la dispersion. Voilà, vous parliez tout à l'heure de l'effet marketing. Il y a aussi l'effet, on surcommunique, on tient absolument à ce qu'il y ait voilà, des multiplicités d'événements. Nous, on est un peu en train d'y revenir quand même. Oui, alors essayer de maintenir une proposition par jour, mais il faut pas que ça nous épuise et il ne faut surtout pas que ce soit un one-shot dans l'année au détriment d'autres actions de communication. Le risque aussi, c'est que à toujours sensibiliser, alors, en termes de taux de participation, etc., ce qu'on voudrait être sûr, c'est qu'on ait sans cesse de nouveaux participants. On s'est retrouvé malheureusement dans certaines conférences ou webinaires de la CEP en voyant toujours un peu les mêmes têtes. Donc finalement, en sensibilisant des personnes déjà sensibilisées. Ça, c'est un vrai risque. Il faut arriver évidemment à sortir de l'entre-soi. Il y a beaucoup de gens toujours intéressés, impliqués, mais voilà, ceux-là, il faut pouvoir leur proposer quelque chose, mais il faut aussi pouvoir attirer d'autres personnes, des managers fraîchement recrutés en particulier. Donc, voilà. L'autre risque, c'est aussi l'épuisement, parce que c'est 3 mois d'intense préparation. Il faut être en mesure d'organiser, de partager
le travail, d'avoir des référents par action, par thématique, et une équipe qui se soude et qui avance de concert. Voilà, c'est un petit côté sportif quand même, la préparation de la CEP. Évidemment, il ne faut pas tout déléguer. Là, je pense en particulier aux fournisseurs, à ces partenaires du handisport ou du théâtre à la carte. C'est un travail qui se bâtit en amont. Et en amont, et le jour J, et aussi dans l'après. Oui, on n'est pas simplement dans de l'achat de prestations. Tout à fait. On est dans de la co-construction du co-développement. Voilà, on est dans la co-construction de messages et puis d'une identité. Cette identité inclusive, voilà, il ne faut pas se tromper, on ne peut pas tromper nos agents qui le vivent ou ne le vivent pas, malheureusement, ça peut arriver aussi au quotidien. Et voilà, il faut qu'on soit au maximum dans la vérité, à tel point que, par exemple, pour le théâtre à la carte, le scénario, on l'adapte chaque année. Voilà, chaque année, il y a une différence parce que chaque année, les priorités changent, l'orientation même de ce qu'on a à dire sur le handicap au travail, comment évoluer professionnellement, change parce que les directives changent. Donc voilà, une actualisation voilà, chaque année, très organisée et si possible adossée. Bon là, c'est mea culpa parce qu'on n'est pas très fort là-dessus, mais sur un plan de communication annuel. Voilà, que la CEP soit dans un continuum et qu'il y ait d'autres types de communication, peut-être voilà, plus ciblés par nature de handicap, avec là encore d'autres partenaires. Là, je pense à une activité qu'on essaie de monter avec l'organisme InfoSens sur la malentendance. Voilà, et qui suivra la CEP. Ok. En tout cas, de ce que j'en retiens, de ce que vous dites, Isabelle, c'est que la CEP, c'est le point culminant de vos actions handicap dans l'année, mais ce n'est pas le seul événement qui se passe chez vous dans l'année, en tout cas sur ce sujet. Il y a vraiment une continuité et c'est une logique globale. On ne fait pas juste un one-shot communication, quoi. Alors, il y a des liens qui peuvent être faits assez facilement avec la quinzaine, avec la semaine de l'égalité, qui est en mars, et aussi avec la semaine ou quinzaine de la qualité de vie au travail en juin. Ça, c'est typiquement d'autres temps forts de communication interne et ou externe qui peut permettre voilà, de prévoir, d'inclure un éclairage inclusion handicap à l'occasion d'autres événements. Ok. Jérémy, j'avais une question pour Isabelle. Allons-y alors. Isabelle, le conseil régional, il y a un siège, mais il y a des multitudes de sites, puisque vous avez parlé des lycées tout à l'heure, répartis dans toute la région Île-de-France. Comment vous faites pour essayer de toucher au maximum tous les collaborateurs, parce que c'est 80% des agents qui sont sur ces sites, c'est ça? Oui, alors la région a équipé ses agents des lycées de tablettes. Alors avec une prise en main évidemment fluctuante, on ne vient pas à l'utilisation du numérique si facilement. Mais en tout cas, est privilégié finalement la connexion, la possibilité d'accéder en effet à des contenus de qualité sous format en effet de conférence, mais avec toujours aussi une partie d'échange, interaction, questions-réponses. Donc voilà, la priorité, c'était en effet d'équiper et de relier à toute la richesse de communication du siège les 8 ou 9 000 agents des lycées. Après, on a une proposition qui est ce théâtre à la carte et qui a une petite itinérance, mais évidemment, on ne peut pas couvrir l'ensemble des lycées. Alors, par contre, ce qui avait été fait dans le passé et qui avait été intéressant au tout début, quand je suis arrivée en 2016, c'était un programme d'affichage
avec des photographies de tandem agents et apprentis en situation de handicap, représentant voilà, différents types de handicap, et assorti d'un message d'inclusion, d'explication et de mise en valeur finalement de ces tandems professionnels. Voilà, donc là, une campagne d'affichage dans les lycées, c'était aussi une bonne réponse au souci de toucher un maximum de collègues. A répondu à ta question, Françoise. Oui, merci. Le mot de la fin, peut-être, Isabelle, pour vous? Je vous souhaite tous bon courage. Voilà, c'est une action qui, chaque année, est intéressant parce qu'on attire quand même sur ce type d'opération voilà, des forces vives, toujours nouvelles, sur un format qui est resserré, avec un objectif et un timing très, très précis. Et c'est une très belle expérience. Effectivement. Du coup, de ce qu'on peut en déduire, c'est qu'au final, il n'y a pas de règle pour la CEP. On organise les actions qu'on veut en fonction de qui on est et de notre propre culture et de nos moyens. Et effectivement aussi, mais pour le coup, il y a une variété d'actions qui rentre dans le champ du possible. On peut passer par des modalités virtuelles aujourd'hui, par des modalités ludiques. Il y a des jeux qui peuvent s'organiser, des sensibilisations thématiques, de l'art, du sport. Enfin, en fonction de nos propres appétences, j'ai envie de dire, les actions de la SEPH en découleront de la même façon. Alors, de ce qu'on peut aussi retenir, c'est qu'il faut vraiment anticiper son action. Vous l'avez dit, Isabelle, je vous remercie pour votre intervention. Vous l'avez dit, avant tout, la préparation de la SEPH en fonction des objectifs qu'on se fixe et des moyens dont on dispose, ça peut être un vrai marathon qui s'organise sur 3 à 6 mois pour les plus grosses organisations. Donc, comme le disait Isabelle, l'idée, c'est peut-être dans un premier temps aussi de se faire une feuille de route, en tout cas de répertorier les actions qu'on aimerait pouvoir mettre en place pour avoir une vue d'ensemble d'une part, et aussi avoir l'aval et la validation de sa hiérarchie et pour aussi mobiliser le maximum de personnes. Là encore, derrière, une fois qu'on a fait ce listing d'actions, il va falloir identifier les partenaires, qu'ils soient internes ou externes, qui vont pouvoir vous aider à la mise en œuvre de ces actions. En interne, généralement, vous avez quand même une bonne vue de qui peut vous accompagner sur les différents types d'actions. J'ai envie de dire, si on passe par des prestations avec le milieu protégé, on sait qu'il faut solliciter le service achat. Si on veut faire de la communication, de la sensibilisation, on va plutôt s'adresser à la com. Si on veut organiser des petites sessions de formation, on peut aussi passer par de la formation. C'est vraiment en fonction de vos besoins que vous allez mobiliser des personnes en interne. Quand on est sur une action qui concerne plusieurs services, l'idée, c'est quand même, pour faciliter le déroulé, de désigner un pilote, c'est-à-dire quelqu'un qui entraîne les autres dans son sillage pour justement que l'action puisse aboutir. Il faut ensuite lister effectivement pour chaque outil, chaque action que vous voulez faire, comment on la diffuse. Est-ce que c'est par mail, par courrier, intranet? Si c'est une scène de théâtre, par exemple, effectivement, si on est sur du multisite, comment on peut toucher le maximum de personnes, etc. Parce que ça demande aussi une organisation logistique qui n'est pas moindre. Elle est importante à prendre en compte. Je me souviens d'une SEPH que j'avais organisée sur la thématique du handicap auditif, où j'avais sensibilisé les collaborateurs sur les sites à la langue des signes, à la LSF, avec des initiations. Et en termes de logistique, il fallait prévoir les déplacements de tous les intervenants, etc. Ça demande effectivement d'être préparé en amont. Sinon, le jour J, vous êtes un petit peu embarrassé. Et après, effectivement, il faut se faire un rétro-planning. Qu'est-ce qu'on
met dans nos actions, comment elles s'organisent, est-ce qu'il y a, quand on mobilise les différents partenaires, et après aussi planifier pendant la SEPH qui fait quoi et quand. Parce que là encore, une fois que c'est planifié, on sait que le lundi, par exemple, on commence par un petit message, présentation de la politique handicap, du référent handicap. Le mardi, on engage sur une autre action plus sympathique en termes d'aspect ludique pour justement faire adhérer les personnes. Enfin, tout ça, si c'est prévu, c'est beaucoup plus simple à dérouler au moment de son exécution. Et donc, je vous ai mis en illustration une forme de rétro-planning qu'on pourrait faire sur la SEPH. Vous voyez, avec les partenaires à mobiliser, les types de moyens de diffusion qu'on souhaite faire, et ensuite le rétro-planning classique en bas sur avant la SEPH, pendant la SEPH, et il faut aussi penser à l'après-SEPH. Pourquoi? Parce que comme toute action qui a vocation à sensibiliser les personnes, il n'y a pas forcément vocation toujours à avoir un retour sur investissement, j'ai envie de dire, mais pour autant, ça peut être intéressant d'avoir des retours qualitatifs sur les actions que vous avez pu mettre en place, donc, mais aussi pouvoir, j'ai envie de dire, s'améliorer d'une année sur l'autre. Donc, si vous avez rencontré des problématiques, l'idée, c'est faites-vous un retour d'expérience pour ne plus avoir à revivre les mêmes choses l'année suivante. Le nombre de personnes sensibilisées, ça peut être intéressant aussi, puisque ça vous donne un indicateur aussi de la qualité des actions que vous avez mises en place. Les retours positifs, notamment sur les actions, les outils, parce que ce sont les usagers, les utilisateurs finaux qui parleront le mieux de ce qu'ils ont ressenti et de ce qu'ils ont perçu. Donc, l'idée, c'est plutôt de les interroger pour ça, et aussi qu'ils puissent vous donner des verbatims que vous pourrez utiliser, notamment lors de moments de communication ultérieurement dans l'année. Alors, les différents outils pour la SEPH. Alors, je vous l'ai dit, la SEPH, c'est avant tout une semaine pour laquelle vous devez vous approprier le sujet et la façon dont vous voulez le mener. Pour autant, les handipacts en France ont tous ou presque des boîtes à outils qui disposent de beaucoup de ressources, que ce soit en termes de communication, de sensibilisation, de partenariat avec le milieu protégé, de maintien dans l'emploi. Il y a vraiment une batterie très importante de ressources et d'outils qui peuvent être mobilisés, en tout cas utilisés pour la SEPH, et que vous trouverez dans les différents handipacts en France. Oui. Oui, parce que tout ce qu'a présenté Isabelle Saporta pour le conseil régional, évidemment, ça a un coût de faire appel à des partenaires. Très souvent, c'est évidemment, si vous faites du théâtre, etc., ça va être payant. Dans le cadre du Handipact Île-de-France, ça fait quelques années aussi qu'on vous a proposé des vidéos, des affiches, mais pour celles et ceux qui les ont déjà utilisées, n'hésitez pas à aller voir les autres Handipacts. Le FIP essaye de mutualiser, comme le disait Jérémy, beaucoup propose des outils mis à disposition gracieusement, des quiz, des affiches, des vidéos, il y a vraiment plein de choses. N'hésitez pas à aller voir les autres Handipacts pour récupérer aussi de la matière quand vous n'avez pas les fonds nécessaires pour, voilà, ou la force de frappe comme le conseil régional pour mettre en place des actions, sachant que également vous avez le FIP qui propose des aides dans le cadre de la communication sensibilisation. Vous avez un plafond à 10 000 € pour 3 ans pour faire des actions de communication, et si vous êtes sous convention, vous avez également une partie de votre budget qui peut être mobilisée sur ces actions-là. Effectivement. Donc, n'hésitez pas, je vous enverrai par la suite le support avec les liens pour que vous puissiez aller directement sur les boîtes à outils des différents handipacts. Et vous devez aussi, et j'ai envie de dire, ça semble évident quand on est au moment de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, mais
appuyez-vous sur Cap Emploi, puisque c'est le partenaire privilégié de l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, appuyez-vous sur Cap Emploi qui peut vous accompagner aussi, vous proposer peut-être des sensibilisations ou des actions, en tout cas, à destination de vos agents. Pôle emploi peut être un partenaire également, puisque aujourd'hui, avec le rapprochement entre Cap Emploi et Pôle emploi, les conseillers Pôle emploi gèrent aussi des portefeuilles de personnes en situation de handicap et peuvent vous accompagner aussi dans des actions spécifiques. Et le dernier partenaire qui est important, puisque au moment de la SEPH, on a tous les ans, depuis quelques années maintenant, le Duodé, avec la plateforme qui est dédiée à ce dispositif, qui permet justement d'avoir une autre approche, une autre sensibilisation sur l'emploi des personnes handicapées. Alors, pour parler du Duodé, j'ai envie de dire, le mieux, c'est de laisser parler des spécialistes, et en l'occurrence, Thierry Martin, qui est référent Duodé Île-de-France pour Keops. Thierry, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est le Duodé pour ceux qui ne seraient pas encore au courant? Il y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est que le Duodé. Ah, ça peut arriver, des nouveaux référents handicap pour qui c'est la première SEPH. Tout à fait, on va rafraîchir les mémoires. Tu peux passer le slide suivant ou j'ai la main? Non, voilà. Absolument. Voilà. Donc déjà, bonjour à tous et merci à Jérémy et à Françoise de m'avoir convié à ce webinaire. Donc effectivement, je suis Thierry Martin, je suis en charge, je suis directeur d'un Cap Emploi, le Cap Emploi des Hauts-de-Seine, et en charge pour Keops Île-de-France, qui est le réseau des Cap Emploi en Île-de-France, en charge de la communication et de l'animation une fois par an du Duodé au sein de 8 équipes. Alors déjà, le Duodé, il faut savoir qu'il est en France depuis 2018 par la volonté de Madame Cluzel. Il avait quelques années de plus dans certains pays européens. Et que le Duodé, c'est vraiment tout simplement une journée où on va mettre côte à côte une personne en situation de handicap et un professionnel afin que l'un et l'autre se découvrent. On a trop tendance à dire qu'il faut que ça permet à la personne handicapée de découvrir un poste et de découvrir un métier et de découvrir un environnement. Donc soit effectivement, on le verra un petit peu plus dans le détail derrière, mais il ne faut pas oublier que la découverte se fait des deux côtés. Le terme duo est important. Voilà, le terme duo, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc effectivement, le Duodé pour qui? Bon, effectivement, donc là, bien évidemment, la personne en situation de handicap qui peut être amenée via le Duodé à découvrir un secteur d'activité, découvrir un métier, peut-être une vocation, mais en tout cas un secteur d'activité et un métier. Nous, on s'en sert au sein des Cap Emploi, on s'en sert assez régulièrement pour dire, ben voilà, concrètement, vous avez un projet professionnel, mais vous l'avez comment? Vous l'avez visualisé comment? En regardant 3 bouts de vidéo sur YouTube ou en lisant la fiche ROM à Pôle emploi, même si c'est très intéressant, hein, mais ça ne fait pas tout. Donc, effectivement, Duodé pour une personne en situation de handicap, ça peut permettre sur une journée de découvrir vraiment, en mettant le doigt dessus, ce qu'est un métier ou un secteur professionnel. Pour la personne, pour l'employé qui est le coach, entre guillemets, de la personne en situation de handicap, il y a effectivement, et on le voit bien, hein, on est en 2022, on ne va pas remonter dans le temps pour parler des lois, mais ça fait quand même un moment qu'on parle des lois sur l'emploi des personnes handicapées dans ce pays. Et concrètement, on voit bien encore que même si les mentalités changent, elles doivent encore changer. Et effectivement, pour certains collaborateurs d'entreprises privées ou publiques, c'est se dire, voilà, concrètement, j'avais une image tronquée de ce qu'est une personne en situation de handicap. Je me disais qu'ils étaient tous en fauteuil, tous avec une canne blanche ou un chien. Effectivement, il y a ces grandes familles de personnes handicapées, on ne va pas le nier, hein, mais il y a tout un tas, il y a des centaines de milliers de personnes dans ce pays qui ont des problématiques de santé et qui fait qu'elles ne peuvent plus être ce qu'elles étaient, et pour autant, elles ont une capacité à s'insérer professionnellement dans les entreprises privées ou publiques. Et de l'autre côté, en ce qui concerne l'employeur public ou privé, pour aujourd'hui, on va traiter de l'employeur public, c'est effectivement pouvoir, par capillarité,
découvrir les atouts que peuvent avoir les personnes en situation de handicap. Alors je les mets pas ni sous une cloche ni regarder comme ils sont beaux. Hein. Je veux dire, il y a dans la population de personnes handicapées, il y a des personnes qui ont de grandes capacités, d'autres qui en ont moins, comme chez les valides, comme chez les directeurs de Cap Emploi, et je sais de quoi je parle. Donc du coup, voilà, je veux dire, c'est simplement découvrir qu'une personne en situation de handicap, elle peut avoir c'est pas qu'elle peut avoir, elle a des capacités professionnelles et il faut lui donner la possibilité de les exprimer. Et puis de l'autre côté, sensibiliser ces équipes à l'accueil de personnes handicapées, c'est les sensibiliser à ce que demain, une personne en situation de handicap avec des savoir-faire professionnels intègre un collectif de travail. Donc là, voilà les trois cibles du DUOD. Donc, par exemple, pour une équipe qui ne serait pas encore mature sur la question du handicap, qui n'aurait pas encore connu d'expérience avec une personne en situation de handicap, ça peut être un bon moyen de créer la relation, ou en tout cas de sensibiliser. De lever les freins, oui, de lever les représentations. C'est vrai que concrètement, pour amener le recrutement d'une personne en situation de handicap, il faut l'amener par le prisme des savoir-faire. On ne fait pas du charity business. Hein, je veux dire, si on veut absolument donner, on donne à la Quête, on donne à la Croix-Rouge, on donne à tout un tas de structures tout à fait bien. Pour les personnes en situation de handicap, on leur donne la chance de s'intégrer professionnellement. Et pour les collectifs de travail, c'est se dire qu'ils ne sont pas punis, quoi. Ils n'ont rien fait de mal. Ils ont simplement un besoin en savoir-faire à l'intérieur de leur collectif de travail. Et il y a une personne dont la particularité, c'est d'être porteuse d'un handicap, qui a ses savoir-faire. Donc voilà. Ok, j'entends que c'est le premier pas d'une démarche plus durable pour les équipes qui ne sont pas encore mûres. Tout à fait. Alors pourquoi le DUOD, on corrigera parce qu'effectivement, grâce au travail de l'ensemble des opérateurs de l'insertion, de la formation, grâce au PRIT, grâce au Handipact, grâce à tout le monde, on est passé de 19 à 14%. Donc là, il faudra qu'on corrige d'urgence. Hein. Surtout que le président de la GFIP l'a bien mis en relief l'autre jour et que la présidente du FIP ne manquera pas de le faire elle aussi. Donc effectivement, il y a encore 14%, c'est encore énorme. Donc le recrutement, l'évolution et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées, ça doit être une priorité des opérateurs du service public de l'emploi. Et c'est vraisemblablement ça qui a commandé de la part des pouvoirs publics la volonté que se rapprochent les deux entités, Pôle emploi et Cap emploi. D'accord ? Je dis bien se rapproche. On verra demain avec France Travail. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est bien sur une mise en parallèle de savoir-faire et d'offres de services qui commencent très sérieusement à porter leurs fruits. Ok. Alors, aujourd'hui, d'ailleurs, je vois il y a un petit bug parce qu'en 20 201, on n'y est pas encore, mais aujourd'hui, les chiffres du DUOD en Ile-de-France. On a retiré les chiffres pour 2021, parce que c'est toujours bien de se dire qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière. Donc en ce qui concerne les employeurs publics, donc au total, il y avait 1570 employeurs franciliens privés publics qui s'étaient inscrits sur la plateforme DUOD et 301 employeurs publics. De l'autre côté, plus de 5500 personnes en situation de handicap qui s'étaient inscrites sur cette plateforme, soit de manière volontariste, soit par le biais des inscriptions qui avaient été suscitées par la sensibilisation qui avait été faite par l'ensemble des opérateurs du SPE. Et pour l'Île-de-France l'année dernière, un peu plus de 3000 duos, dont un peu plus de 1000 parmi les employeurs publics d'Île-de-France. Donc quand même une mobilisation assez importante des employeurs et aussi des employeurs publics en Île-de-France. Et puis l'intérêt, c'est de se dire qu'il y avait une vraie mobilisation des structures accompagnantes de personnes en situation de handicap, puisque 577 structures s'étaient inscrites pour positionner des usagers qu'ils suivaient. Alors là-dedans, il y a Pôle emploi, il y a les Cap emploi, bien évidemment. Il y a énormément d'ESAT
et d'entreprises adaptées qui se sont positionnées l'année dernière pour se servir de la plateforme Duodé pour inscrire des personnes en situation de handicap qu'ils suivaient pour leur permettre de mettre le premier pied en entreprise. Et ça, c'est vraiment très important de constater qu'il y a énormément de structures accompagnantes qui se sont impliquées dans le Duodé l'année dernière. Bah, ce qui est intéressant aussi à travers vos chiffres, c'est de se dire, en gros, parmi les employeurs inscrits sur la plateforme Duodé, 1 sur 5 était un employeur public, Ouais. mais parmi les duos réalisés, 1 sur 3 était fait par un employeur public. Tout à fait. Donc, c'est intéressant de se dire, OK, il y a moins d'employeurs publics d'un côté, mais ils se sont peut-être plus ou mieux ou différemment investis sur le Duodé en réalisant plus de duos, puisqu'ils en ont fait un tiers. Alors, ça, vous expliquez ça comment aujourd'hui, Thierry, par exemple, le fait qu'il y ait 5500 personnes inscrites, mais seulement 3100 duos réalisés? Alors, on peut constater, c'est un conseil que je donnerai tout à l'heure. On a vu l'année dernière, enfin, et l'année d'avant, arriver sur la plateforme des offres qui étaient proposées par des employeurs privés et publics. Hein, je fais une généralité là-dessus, avec des postes qui étaient quand même assez. C'était venez découvrir le Sénat ou venez découvrir l'Assemblée nationale. J'ai rien contre les élus du peuple, hein, je vote très régulièrement, mais concrètement, venez découvrir le service machin. On a du mal à adhérer à cette chose-là. Donc c'est l'un des conseils que je vais donner derrière. Il faut vraiment être le plus précis possible sur les métiers que les employeurs publics, puisqu'on s'adresse à eux aujourd'hui, veulent faire découvrir. Il faut vraiment que ça soit quelque chose d'extrêmement précis. Parce que sinon, la personne handicapée, elle va pas se projeter sur ce truc. Elle va se dire, bon, bah oui, mais concrètement, oui, bah, c'est bien, je vais aller faire un tour chez tel employeur, mais je vais y découvrir quoi? Bon, bah, j'y vais pas. Voilà. Après, il y a eu aussi, faut pas le nier, hein, il y a eu aussi de la perte en ligne. Hein. On le voit bien ce matin, il y avait plus de 100 personnes. Bon, ben, on est quand même autour de plus de 80, donc on est super content. Mais dans toute action, il y a un peu de perte en ligne, c'est normal. Alors, on essaie, nous, les Cap Emploi, de le compenser, puisque les duos dont on est à l'origine, les personnes en situation de handicap, par exemple, elles sont rappelées la veille. Alors soit un petit SMS, soit le petit mail, soit le petit coup de fil, en disant vous vous souvenez bien que demain le Duodé, hein, parce que concrètement, lorsque un Cap Emploi ou un opérateur autre positionne un de ses usagers auprès d'un employeur privé ou public, il joue l'image un peu, quoi. Je veux dire, concrètement, moi, j'ai pas envie, en tant que directeur de Cap Emploi 92, pas forcément envie qu'un employeur m'appelle en me disant, bah, dites donc, vous êtes gentil, quoi. Mais ils sont où, vos gars? On les attend toujours. Donc bon, voilà. Donc du coup, il y a effectivement ce travail de préparation des usagers pour qu'ils comprennent bien à quoi va servir et à quoi peut servir le Duodé. Et puis le petit rappel qui va bien, la veille, ça ne mange pas de pain, quoi. Effectivement, ça permet de garantir que tout le monde se rappelle bien. Oui, exactement. Alors, quelques conseils pour réussir? Alors déjà, pour réussir, le premier conseil, c'est de créer son compte, hein, parce que sinon, ça va être un peu compliqué de se faire reconnaître. Mobiliser et sensibiliser les collaborateurs, je pense que c'est important d'expliquer, entre guillemets, le Duodé, sa vie, son œuvre. C'est choisir un service et puis dire, ben voilà, je leur explique au moyen d'outils mis en place par vos services. Hein. C'est se dire, ben voilà, je vais expliquer ce que c'est que le Duodé, que ça ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe ou que ça ne soit pas le 40e mail de la matinée que je mets dans mon réseau. Donc ça, c'est important parce que d'une bonne explication et d'une bonne sensibilisation, on aura une bonne identification des gens qui se porteront volontaires en disant bah, tiens, moi je veux bien. Alors concrètement, si on crie dans le couloir qui veut recevoir une personne handicapée pendant une journée, je pense que les portes vont se fermer parce qu'on va dire oh là, c'est quoi encore ce piège? Si on explique bien le fond et la forme de la journée, bah, au moins les gens qui disent oui, ok, je m'y engage, ils le font en toute connaissance de cause et ils savent ce qu'on attend d'eux et ce qu'ils peuvent aussi récolter de cette journée.
Le troisième outil, effectivement, c'est solliciter les établissements qui sont en capacité de positionner des usagers sur vos propositions. Donc évidemment, les Cap Emploi, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, les missions locales, les ESAT avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, les entreprises adaptées. On rajoutera Pôle emploi parce que je vais me faire écharper si je ne parle pas de Pôle emploi. Et bien évidemment Pôle emploi, puisque Jérémy le disait, maintenant dans les agences, il y a des collaborateurs qui ont un nombre conséquent de leurs usagers en suivi qui sont des personnes en situation de handicap. On peut donc échanger avec vous sur les métiers visés, justement, gommer du venez découvrir le service Trucmuche, peut vous guider un peu en disant, voilà, quoi, concrètement, c'est trop flou, les gens ne vont pas s'y reconnaître là-dedans, donc ils ne se positionneront pas. Déposer les offres le plus tôt possible, oui, ça c'est important, quoi. On voit encore trop souvent aujourd'hui pour demain, ouais, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. C'est pour ça qu'effectivement le DUOD demande une anticipation, une préparation. On ne fait pas ça à 15 jours. Ça peut marcher, mais c'est plus aléatoire. Donc le facteur risque, voilà. Du coup, c'est quoi la bonne durée? Enfin, le bon délai? Alors, trop tôt, mais pas trop tôt. C'est la réponse de Normand. Un peu. Là, on est à 1 mois et demi, non, 2 mois. 2 mois pile. Oui. Oui, 2 mois pile. Là, on est bien. Là, on est bien. Okay. Dans les 15 jours, si vous pouvez positionner vos offres, ça peut être pas mal, quoi. Quelqu'un qui a posé une question, est-ce que la journée peut être une demi-journée? Je ne vais pas vous dire, non, il faut qu'il reste une journée. Non, ça peut être une demi-journée. Après, il faut bien bosser le fond, la forme. Vaut mieux mobiliser quelqu'un bien sur une demi-journée qu'il ait l'impression de perdre son temps la deuxième demi-journée, lui et le tuteur. Voilà. Après, ça dépend du type de métier. Si ça se fait dans la demi-journée, ça se fera dans la demi-journée. Voilà. Alors, Thierry, ce qu'on a pu voir aussi l'année dernière, c'est qu'il y avait plus de demandes de duo de la part des employeurs que de candidats. Du coup, est-ce que, pour répondre à cette question sur la demi-journée, est-ce que ça peut pas être plusieurs tuteurs avec un même candidat dans une journée pour faire découvrir deux métiers, voilà, plusieurs métiers? Oui, bien sûr. C'est assez souple, C'est assez souple. C'est pas pour une fois qu'on n'a pas fait un truc en France où marge droite, marge gauche, et puis faut pas dépasser. Non, c'est assez souple. Effectivement, ça peut durer une journée. Le matin, il découvre un service. La deuxième demi-journée, il découvre un autre service avec un autre tuteur. Oui, là-dessus, on est très souple. Après, le cinquième conseil, c'est effectivement juste, c'est d'anticiper l'accueil du jour J, quoi. Bien rappeler au tuteur, tu te rappelles que demain ou après-demain, tu accueilles monsieur ou madame Bidule dans le cadre du DUOD. Je te rappelle le fond, la forme du DUOD. Donc ça, c'est important. C'est important de bien rappeler. Si on rappelle aux gens qu'il ne faut pas qu'ils oublient d'aller voir l'employeur, il faut aussi rappeler au tuteur qu'il ne faut pas qu'il oublie que le lendemain, il a quelqu'un qui arrive. Alors, ça marche dans les deux sens. On ne reçoit pas le président de la République. Justement, Thierry, on a une question. Notre directeur général souhaite participer au DUOD. A-t-on des chances de trouver quelqu'un? Pour le directeur général, on va lui trouver quelqu'un. Non, on a un grand spécialiste, puisque je le vois, là, il est là, c'est Thomas Augigneur qui a toutes ses entrées dans tous les cabinets ministériels et partout. Le président Macron l'appelle tous les ans pour lui dire, Thomas, je plaisante à peine. Oui, bien sûr, oui, on peut faire, voilà, oui. Mais on apportera, entre guillemets, il y a des collaborateurs des Cap Emploi qui assistent là, et je leur remercie de me couper si toutefois je disais des bêtises. Effectivement, si on est appelé, on aurait mauvaise grâce à trouver personne pour la directrice générale du FIP ou le directeur général de la GFIP. Mais pour moi, en tant que directeur de Cap Emploi, la PME du coin qui veut accueillir quelqu'un, elle est tout aussi importante. Voilà, on apporte le même soin au choix. Maintenant, effectivement, quand on disait
c'est important d'anticiper. Nous aussi, hein, je veux dire, lorsqu'on voit les propositions, on a une large mobilisation de nos usagers. Alors, soit ils ont la capacité de se positionner tout seuls parce qu'ils sont très au clair, soit on le fait avec eux. Il y en a même certains où on a dit, bah, tiens, là, on a trouvé vraiment, vous avez un projet X, on a trouvé une entreprise qui pourrait vous accueillir, et là, ce serait vraiment bien d'y aller. En fait, on a une prise en compte à 360 en fonction de la personne qu'on a en face de nous ou de l'employeur qu'on a en face de nous. Après, il y a certains employeurs qui veulent vraiment qu'on soit extrêmement vigilant, qu'on les appelle avant, qu'on leur explique bien ce qui est la personne, ses limitations. Ça peut se comprendre, hein, puisqu'on est dans la sensibilisation, il y a fatalement des petites craintes qui vont arriver. On a les mêmes questions. Ah oui, mais nous, alors nos toilettes, elles sont de l'autre côté. Il y a un escalier, il y a ceci, il y a cela, ce qui est normal. C'est normal. Et justement, c'est l'objet de la question suivante sur le préparer les professionnels et les équipes d'accueil. Est-ce qu'il y a des choses qui existent par les Cap Emploi, des brochures, des guides ou une sensibilisation en amont? Est-ce qu'il y a des choses qui sont L'année possibles? dernière, il y avait des petits flyers dans le kit de communication du DOD qui étaient assez bien faits. Maintenant, s'il faut organiser une petite visio pour expliquer, je pense que les correspondants fonction publique dont je vous parlerai tout à l'heure des Cap Emploi franciliens seront tout à fait disposés à être contactés et à filer le petit conseil qui va bien pour éviter qu'il y ait trop de craintes. Voilà. Pour information, le kit de communication de la SEPH 2021 est toujours accessible sur le site du DUOD, Ouais. enfin le kit du DUOD plutôt, et le 2022 devrait sortir prochainement. Ouais. Je parlais de l'anticipation tout à l'heure. C'est ça. Je suis d'un naturel taquin. Le jour du DUOD, Thierry, qu'est-ce qu'il est important de quoi il est important de s'assurer? Alors, outre le traditionnel café d'accueil, je pense que c'est important de créer le lien pour l'après. Hein. On l'a dit tout à l'heure, il y a le avant, le pendant et l'après. Le avant est impératif. Le pendant est important. L'après, s'il n'existe pas, l'avant et le pendant n'ont servi strictement à rien. Ça veut dire que concrètement, ils le font assez naturellement. Hein. Moi, j'ai vu, on a accueilli des duos ici, et j'en ai entendu parler, effectivement, les coordonnées du référent handicap, quand il y en a un, les coordonnées de la personne qui a accueilli la personne en situation de handicap, c'est important de garder un contact. Alors, pas uniquement parce que ça s'est bien passé le jour J et que les personnes étaient plutôt sympathiques individuellement et les unes avec les autres, mais se dire, tiens, s'il y a quelque chose s'il y a une offre qui passe, j'ai été coordonné, je peux t'appeler, ou si j'entends parler de quelque chose, c'est créer du lien. Ça, c'est vraiment important. Ce type de manifestation, c'est vraiment quelque chose. À rappeler, entre guillemets, lorsqu'on présente la personne au tuteur ou à l'accueillant, entre guillemets, bien expliquer et bien rappeler clairement le déroulé de la journée. Ça fait partie ça c'est le rôle du responsable de l'accueil, au-delà du référent, de dire, voilà, concrètement, le DUOD, donc on est là sur une journée, voilà ce que vous allez voir pendant cette journée, voilà ceci, voilà cela, que la personne, elle est bien tout ça. Elle est censée l'avoir eu avant, puisqu'on est quand même censé expliquer aux gens ce qu'ils vont voir en arrivant dans l'entreprise, mais le refaire le jour J pour bien repositionner à l'occasion, entre guillemets, voilà, de petits cafés, ça peut être intéressant que la personne se sente vraiment accueillie, vraiment prise en compte, que ça ne soit pas simplement quelqu'un qui va passer comme une météorite dans une entreprise. Et puis, le bilan en fin de journée, hein, même si on n'est pas obligé de faire un bilan en 28 pages, mais reprendre la personne avec son tuteur ou son accueillant et puis faire un bilan, comment ça s'est passé, ceci, cela, est-ce que vous avez encore des questions, se donner les coordonnées pour dire, tiens, concrètement, si demain il y a une question qui se pose, appelez-nous et on y répondra. Voilà. Si le candidat est intéressant, dire,
on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour aller peut-être un petit peu plus loin. Ça arrive, hein. Alors concrètement, même si on souhaiterait que les DUOD génèrent une vague de recrutement sans précédent, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Néanmoins, pourquoi pas mettre ce qu'il faut pour que ça se passe le cas échéant, hein, et on en parlait en termes de préparation. Du coup, si on passe au slide suivant sur le après, donc on en disait effectivement, pour la personne elle-même, on a bien vu, il y a des employeurs qui nous ont rappelé, alors ils ne sont pas légion, on ne va pas se raconter des histoires, hein, mais ça arrive, qui nous disent, bah oui, concrètement, cette personne a passé une journée avec nous, mais une journée c'est bien, mais on aurait bien aimé aller ensemble un petit peu plus loin. Et puis la personne aussi. Eh bien, il y a des outils qui existent, hein. Il y a des outils qui existent, et notamment la mise en situation professionnelle, ex-PMSNP, qui peut être un outil, enfin, qui est un outil qui est à la main des Cap Emploi, des missions locales et de Pôle Emploi, bien évidemment, et qui permettent de monter une immersion un petit peu plus longue qu'une journée. On peut aller un petit peu plus loin. Voilà. Et ça peut être mobilisé de manière assez intéressante. Donc on le rappelle, hein, l'organisation du bilan, bon voilà. En interne, imaginons que vous ayez eu 2-3 duos sur une même structure, une petite enquête de retour d'expérience, c'est comment vous avez trouvé ça, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a des choses où honnêtement on était à côté de la plaque, ou des choses qui vraiment on a vraiment été bons pour créer la caisse à outils, pour pas repartir de la feuille blanche en 2023 et se dire bah voilà, on reprend ce qu'on avait fait l'année dernière et voilà comment on avait fait pour que ça se passe bien. Alors pour ceux qui en ont, hein, c'est important de communiquer. Effectivement, si vous avez des outils de communication, un intranet, des emailing internes, c'est important de communiquer. Nous, on communique assez fortement là-dessus. On sait qu'il y a des entités privées ou publiques qui communiquent beaucoup en interne. Bien évidemment avec l'accord des personnes. Il y a eu même des boîtes qui ont fait quelques vidéos. Il y a eu, voilà quoi. C'est aussi comme ça, en expliquant le DUOD avant et après, qu'on laisse une petite trace dans le cerveau des gens et que ça devient de plus en plus naturel de penser à une personne en situation de handicap. Et puis effectivement, la petite note à l'attention de la direction, parce que généralement la volonté vient de la direction, donc du coup hop, on le reprend de volet et on dit quelle excellente idée vous avez eue, regardez comment ça s'est bien passé. Voilà. L'important, les directeurs, ils aiment bien quand on leur dit que ça s'est bien passé. Mais on peut aussi leur dire, ben voilà, ça aurait pu être tellement mieux si on avait eu un chouïa de temps en plus, un petit moyen en plus, ça aurait pu être encore plus intéressant. Ok, Thierry, pour conclure, des trucs et astuces, des conseils pour la SEPH? Alors, on les a balayés, hein, effectivement, c'est ça. Je pense qu'effectivement, il y a un dernier conseil que j'aimerais vous donner. C'est, encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure et je vous enverrai, Jérémy, la liste précise. Vous avez en Ile-de-France 8 Cap Emploi. Et en Ile-de-France, vous avez dans chacun des Cap Emploi un correspondant fonction publique dont la mission, c'est vraiment d'être en lien avec les employeurs publics des départements pour travailler sur, entre guillemets, les 3 briques de notre mission, que sont le recrutement et l'intégration, l'évolution professionnelle et le maintien dans l'emploi. Donc je pense que, alors même s'il commence à être connu, on n'est jamais trop connu, donc on vous enverra la liste de ces référents et vous pourrez les contacter si vous ne les connaissez pas sur vos départements respectifs. Et c'est vraiment des personnes qui pourront vous aider en préparation du DUOD, mais le DUOD c'est bien, mais il reste 364 jours après, ou avant, ça dépend. Et du coup, on se dit, ben voilà, ces gens-là, en les contactant, en les rencontrant, en leur expliquant qui vous êtes, ce que vous faites et quels sont vos besoins, eux, ce seront les clés d'entrée vers le Cap Emploi de votre département. Et puis après, c'est leur rôle d'agiter en interne le collaborateur qui va répondre le mieux à vos besoins. Alors, si c'est du recrutement, plus généralement, c'est eux. Mais si vous avez un collaborateur qui souhaiterait ou vous souhaiteriez lui donner la chance d'évoluer professionnellement, bah, ça sera un autre collaborateur qui va s'en occuper. Mais votre clé d'entrée,
ce sera le correspondant fonction publique du département et du Cap emploi. Donc ça, c'est un dernier conseil. Il y a d'autres actions que vous pouvez mettre en place avec les Cap emploi. Je sais que la référente fonction publique du Cap emploi 77 est là et que le 77, historiquement, est connu pour mettre une quantité d'actions absolument incroyable en place pour la SEPH. J'ai eu la liste hier. Ben voilà, par exemple, je vous le dis comme ça, ils ont créé un club RH fonction publique dans le 77. Ben, c'est intéressant ça, cette chose-là, parce que ils vont le 14 novembre, il y aura une sensibilisation des employeurs publics de ce club RH aux différents handicaps, en lien avec l'APF, avec d'autres associations. Les gens auront la possibilité de venir, entre guillemets, toucher du doigt, se mettre dans un fauteuil, sans s'apercevoir que ce n'est pas si simple que ça, mettre un casque de réalité virtuelle et savoir ce que c'est que des trembliops. Je l'ai fait, quand vous l'enlevez, voilà, vous dites, oh là, qu'est-ce que j'ai de la chance. C'est aussi ça, c'est aussi se mettre un soupçon dans la peau des personnes en situation de handicap. Donc encore une fois, il y a des actions qui peuvent se mettre en place, il y a des actions qui sont faites et qu'on a rodées et qu'on connaît, mais il y a aussi la possibilité de les mettre en œuvre, entre guillemets, à votre main, en lien avec Handipact, bien évidemment. Handipact est l'un des opérateurs centraux sur l'Île-de-France, mais en lien avec Handipact et les Cap emploi, la possibilité de faire des choses un petit peu à la dimension qui est la vôtre. Effectivement. Effectivement. Merci. Je complète ce que dit Thierry sur la liste des référents fonction publique des Cap emploi. La liste, elle est présente sur le site du Handipact Île-de-France et c'est une très bonne idée, Thierry. Je rajouterai dans le mail qu'on renvoie toujours aux participants avec le support et le lien du replay. Je mettrai également la liste pour rappel des référents Cap emploi pour chaque département. Parfait, merci. Merci. Alors, merci Thierry pour votre intervention qui était très claire et qui, j'espère, du coup, a donné envie à l'ensemble des participants de pouvoir aussi s'inscrire dans cette démarche de duo-D et réaliser leur propre duo en interne. Et du coup, je voulais faire intervenir Laetitia, puisque Laetitia Legré de la ville de Rueil-Malmaison a mis en place un autre type d'action, mais qui est en lien moins direct avec le duo-D, qui est le double duo. C'est pas facile à dire comme ça, le double duo-D. Laetitia, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est le double duo-D ? Bonjour. Alors en fait, le duo-D, enfin le double duo-D que nous avons mis en place, alors c'était en 2019 avant la Covid, c'est une sorte de vie ma vie en fait, en partenariat avec un ESAT. Ça consistait à mettre en place un duo entre un travailleur en situation de handicap, là c'était handicap mental ou psychique, avec un agent volontaire de la collectivité, afin de partager une journée à tour de rôle au sein de l'ESAT dans un premier temps. Donc les agents allaient une journée en ESAT et en retour, sur une autre journée, le travailleur en situation de handicap venait une journée sur la ville. On avait 5 duos, différents corps de métiers. Voilà. Oui. Du coup, là, c'est déjà une particularité, puisque vous êtes passé par un ESAT pour réaliser votre action. Oui. Mais alors, pourquoi vous avez développé cette action ? Vous auriez tout à fait pu, en 2019, faire un duo-D classique. Oui, tout à fait. En fait, on fait partie, la mairie de Rueil, enfin la DRH fait partie de la charte Rueil Handicap qui est pilotée par la Maison de l'Autonomie, où est inscrit aussi l'ESAT avec lequel on a fonctionné. Donc, on avait un certain lien avec eux et on a pu constater le travail qualitatif qu'ils faisaient et on trouvait intéressant que les agents puissent découvrir le travail et la charge de travail que font ces travailleurs dans un ESAT. Voilà. Alors, quand on a préparé ce webinaire, il y a eu toute une démarche qui a été mise en place pour réaliser cette action. Ça c'est pas fait en claquant des doigts en disant bon bah demain je vous envoie des agents et vous m'envoyez vos usagers la semaine prochaine. Ouais. Parlez-nous un peu de cette démarche justement.
Alors, du coup, on a fait, c'est vrai qu'on a fait des groupes de travail. Je pense qu'on a dû s'y prendre déjà en mars, avant enfin voilà, la CEP est en novembre. On a dû s'y prendre déjà au mois de mars, tranquillement, de faire un groupe de travail avec les éducateurs spécialisés de l'ESAT, comment dire, la chargée de la charte Rueil Handicap, la DRH, pour commencer à peaufiner le projet. Qu'est-ce que Oui, du coup, on a fait appel aux volontaires de la ville. Et des groupes de travail, oui, je l'ai dit, pardon. Et surtout, on a fait des réunions en amont dans les ZAT, en fait. On s'est présenté, enfin, on a visité les ZAT avec les agents volontaires et les travailleurs étaient en situation de travail, hein, donc ils nous ont présenté déjà leur travail en amont. Il y a eu un petit café goûter pour rencontrer les futurs duos. Et du coup, ça a mis un lien de confiance d'un côté comme de l'autre, hein, et surtout, je pense que ça a rassuré aussi nos agents. Ils ont vu que c'était un travail qualitatif qu'ils faisaient. Et les travailleurs se sentaient plus rassurés aussi de connaître la personne qu'ils allaient avoir avec eux. Oui, c'était vraiment à double sens pour le coup. Il y avait Exactement. vraiment ce besoin. C'était un impératif dans vos groupes, dans les groupes de travail qui a été identifié, c'est-à-dire le besoin de créer le lien de confiance entre les usagers et les agents qui allaient les recevoir. Oui, Enfin, oui, complètement, complètement. C'était vraiment, euh, oui, c'est ce qui rassure, hein, quand même, hein, de faire cette expérience. alors, on a une question de Kirija qui demande le duodé, le double duodé, est-ce que c'est l'équivalent du duodé inversé? Alors, soyez un petit peu plus précise dans votre question, Kirija, sur le duodé inversé. Sophia, mais vas-y tout. On va continuer. On va répondre à votre question, hein, quand même. À moins que vous vouliez déjà répondre, Laetitia. Oui, c'est vrai que c'est un duodé inversé dans le sens où, sauf qu'on l'a fait d'abord agent chez les ZAT et après le travailleur sur la ville. Donc effectivement, c'est inversé, mais du coup, ça en fait deux. Ça fait 2 journées. Effectivement, là, c'était double parce que. Et puis, vous aviez un double objectif aussi. L'idée, c'était, d'une part, je crois, de sensibiliser vos agents, en tout cas de leur permettre de prendre. D'avoir un autre regard sur la réalité du travail qui est réalisé en ESAT par des personnes qui sont plus ou moins lourdement handicapées. Oui, Et d'autre part, c'est aussi de permettre aux usagers de l'ESAT d'entrer chez vous en tant qu'organisation et de pouvoir aussi toucher le milieu ordinaire du doigt, quoi. oui, complètement, complètement. Et aussi, ce qu'on attendait aussi de cette action, c'était que les agents volontaires qui ont vécu cette expérience sensibilisent leurs collègues et leurs managers aussi, puisque c'était de toute façon une participation en lien avec la hiérarchie. La hiérarchie, pardon, était d'accord, bien sûr, pour accueillir cette personne. C'était quand même un travail voilà, d'équipe. Alors du coup, quels autres types de retours vous avez eu sur cette action? J'entends bien la sensibilisation des agents tuteurs ou en tout cas des agents accueillants vers leurs collègues. Est-ce qu'il y en a eu d'autres retours positifs? Ils ont été impressionnés, les agents ont été impressionnés du travail qualitatif qu'ont fait, pardon, les agents, hein. Oui, oui. Donc ça a bien permis de voir que le handicap, c'est pas un frein. Voilà. Excusez-moi, je toussais. OK. Et du coup, vous aviez réalisé 5 duos, c'est ça?
Oui, 5 duos, donc ça a pu aller dans un service d'animation, à la police municipale du côté administratif. Qu'est-ce qu'il y a eu? Dans un gymnase, pardonnez-moi, je risque d'en oublier, dans l'administratif, un travail administratif. Il nous reste pas beaucoup de temps, je vois. Pardon, j'oublie, c'est le Non, stress. c'est pas grave, Laetitia. Ce qui m'importe, là, c'est de savoir derrière, qu'est-ce que vous en avez fait de ça? Parce que c'est une action qui, du coup, est plutôt originale. En tout cas, en 2019, elle l'était. Et derrière, bah, j'ai envie de dire, comme toutes les actions qu'on fait dans la vie, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière? Et comment vous l'avez valorisé, cette action Alors nous, on l'a valorisé, c'est notre service de communication qui a suivi nos différents duos sur les journées passées. Et ils ont monté un film très très bien fait et on a pu le diffuser quelques semaines après lors d'un cocktail dînatoire où il y a eu les échanges parmi les participants et les agents qui sont venus voir ce film et bien sûr nos élus, à qui on a diffusé justement ce petit film qui retrace les journées passées parmi ces duos. Ok. Et du coup, on a voulu pérenniser cette action sur tout le long de l'année et pas le faire seulement au mois de novembre lors de la SEPH. Mais la Covid nous a un petit peu stoppés, mais nous reprenons cette année. On relance ça en novembre et on prolongera du coup sur les mois suivants. Ok. Laetitia, quelques petits conseils pour les employeurs qui voudraient faire comme vous, c'est-à-dire essayer un double duodé avec un ESAT ou pourquoi pas avec d'autres types de partenaires? C'est de bien préparer, c'est ce que Thierry disait tout à l'heure, hein, de bien préparer en amont lors de groupes de travail, de se rencontrer en amont. Et ça, l'ESAT nous l'a bien dit que c'était finalement primordial pour les travailleurs d'avoir cette présentation en amont, cette petite rencontre, voilà, et de faire dans ce sens-là d'abord les agents à l'ESAT, c'était important. Ok. Ok. Je vous remercie, Laetitia. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, c'est le moment. On a choisi de le faire sur Teams parce que du coup, vous pouvez libérer vos micros pour partir, pour poser vos questions. Pas de questions, ça veut dire que tout le monde a été très clair. Merci à tous nos intervenants et nos témoins ce matin. N'hésitez pas à aller sur le site handipact-idf.org pour visionner les replays de nos précédents webinaires qui peuvent aussi être inspirants pour définir le thème de votre SEPH. Alors, je ne sais pas qui parle. Coupez votre micro, s'il vous plaît, monsieur. Notre prochain webinaire, c'est le 11 octobre prochain, 9h30, qui parlera du recrutement et des voies d'accès à la fonction publique. Et on retrouvera Thomas Vigneur. Exactement. Sur ce sujet, je disais, vous aurez à nouveau accès aux représentants des Cap Emploi qui, comme Thomas sur Paris et d'autres, Gaël sur le 77, seront à votre disposition, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. En tout cas, je vous remercie tous pour votre participation ce matin et ceux qui veulent une petite surprise, restent connectés dans 30 secondes, je vous en promets. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne matinée et une très belle journée. N'hésitez pas à vous reconnecter la prochaine fois sur notre prochain webinaire. Merci à tous, à bientôt.